Nous allons maintenant nous intéresser aux troubles addictifs dirigés vers une récompense naturelle, le sucre. Peut-on vraiment parler d'addiction au sucre? Je vais dans cette partie vous présenter les éléments qui sont favorables au concept et les arguments qui, au contraire, la réfutent. Commençons d'abord par la présentation des données actuelles qui amènent à se poser la question de l'addiction au sucre. Il faut savoir qu'entre 1980 et 2013, la proportion de la population adulte mondiale en surpoids, c'est-à-dire avec un index de masse corporelle supérieur à 25 ou à 30 dans le cas de l'obésité, est passée de 28,8% à 36,9%. On observe la même augmentation du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents. Ces problèmes de surconsommation alimentaire hypercalorique et hypersucrée a également fait exploser la prévalence du diabète de type 2. L'information la plus alarmante à l'heure actuelle, c'est que l'on diagnostique maintenant des enfants avec le diabète de type 2 alors qu'ils étaient épargnés jusque-là. Aux États-Unis, par exemple, le coût de santé publique associé au surpoids varie entre 3,38 et 6,38 milliards annuels, selon que l'on prend également en compte les arrêts maladie, les baisses de productivité et autres conséquences indirectes liées à la maladie. Le diagnostic de l'addiction au sucre n'existe pas en revanche. Les cliniciens ont développé ce qu'on appelle une échelle de Yale qui permet l'analyse de 25 items caractéristiques pour le diagnostic. Au vu des consommations excessives de sucre dans le monde, avec en tête des consommateurs les Australiens dont l'alimentation fait consommer 40 kg de sucre annuel, la théorie selon laquelle la consommation abusive de sucre est addictive est devenue très populaire. Mais est-elle vérifiée? Certaines addictions ont plus d'impact sur certaines tranches d'âge. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette diapositive en vous présentant les données qui suggèrent la vulnérabilité de la population des adolescents au sucre. Pour rappel, la consommation de sucre, comme la consommation des drogues d'abus, produit du plaisir et stimule le système de la récompense. Nous avons vu cela dans la deuxième séquence. À l'adolescence, le cerveau du jeune est en pleine maturation et en plein affinage. À cette période importante, il est aussi hypersensible aux récompenses, ce qui de fait le rend plus vulnérable au développement d'une addiction. Il est intéressant de noter que l'augmentation de la consommation du sucre touche les deux sexes sans différence, ce que vous pouvez observer sur le premier graphique. L'augmentation des barres rouges, qui représentent la consommation de sucre, touche les jeunes hommes à gauche et les jeunes filles à droite de façon équivalente. La quantité de soda consommée a elle aussi très fortement augmenté, ce qui provoque par conséquent une exposition accrue au sucre. Cela vous est schématisé sur le second graphique. Les quantités ont été multipliées par 4 en 50 ans. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que l'on ne sait quelles sont les conséquences d'une prise excessive de sucre sur le fonctionnement du cerveau. C'est pourquoi la recherche fondamentale en neurosciences a un rôle essentiel pour améliorer les connaissances à ce sujet. Des études de pharmacologie comportementale chez le rongeur commencent à répondre aux questions en cours et je vais vous en présenter une. Il s'agit d'une expérience au cours de laquelle des animaux adolescents ont été exposés à de l'eau sucrée ou à de l'eau pendant 15 jours. Puis tous ont eu de l'eau pour le reste de l'expérience. Quand les animaux ont atteint l'âge adulte, ils ont alors été soumis à une batterie de tests comportementaux pour mesurer leur état motivationnel et émotionnel. On fait des mesures de neurogénèse, c'est-à-dire que l'on mesure la production de nouveaux neurones à la fin de l'expérience. Les résultats montrent que les sujets exposés au sucre à l'adolescence présentent des troubles de la motivation pour une récompense, présentent également des troubles anxieux et montrent une réduction de la neurogénèse. L'ensemble de ces symptômes témoignent d'un état type dépression, ce qui est confirmé par le fait que les symptômes soient tous réduits par l'administration chronique d'un antidépresseur comme l'imipramine. Cette expérience suggère donc que l'excès de sucre à l'adolescence a des conséquences sur le fonctionnement cérébral à l'âge adulte. Une autre question se pose à propos de la possibilité de développer un trouble de l'addiction au sucre. Le sucre est-il comparable à une drogue d'abus? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter une étude qui a observé, déterminé le choix entre le sucre et la cocaïne chez le rongeur. Dans cette expérience, les animaux étaient en chambre opérante avec le choix de travailler pour le sucre
ou le choix de travailler pour la cocaïne, chaque récompense étant associée à un levier différent. Levier S pour le sucre, levier C pour la cocaïne, comme représenté sur le graphique. Il est important de noter que les animaux qui ne sont pas en situation de choix et qui travaillent seulement pour le sucre ou seulement pour la cocaïne sont très motivés par ces deux récompenses. En revanche, de façon très surprenante, les animaux qui sont en situation de choix, donc schématisés par les ronds noirs, vont se diriger préférentiellement vers la récompense sucrée, le levier S, plutôt que vers la récompense cocaïne. 94% de choix de sucre contre 16% de choix pour la cocaïne, suggérant un fort pouvoir récompensant du sucre. Pour aller plus loin dans la définition du trouble addictif, des chercheurs ont tenté de montrer une résistance de la recherche du sucre malgré les conséquences négatives, ce qui est également un symptôme très important dans le diagnostic de l'addiction. Dans cette expérience, les animaux étaient en situation de prise volontaire d'une solution sucrée dans des boîtes de Skinner. Un groupe avait une exposition d'une vingtaine de jours et un autre avait accès à la solution tous les jours pendant 40 jours. Ce que les résultats indiquent, c'est que les groupes ont atteint des consommations importantes de solutions sucrées, mais qu'à partir du moment où ils reçoivent des chocs électriques en même temps qu'ils appuient sur le levier pour obtenir la solution sucrée, les deux groupes arrêtent très vite d'appuyer. Ces données suggèrent donc que, contrairement aux drogues d'abus, la recherche de sucre reste sensible aux conséquences négatives telles que l'augmentation du travail ou les conditions aversives. Si vous vous rappelez, notre question de départ était de savoir si l'on pouvait définir un trouble de l'addiction au sucre chez l'humain. Les expériences ont montré que dans les modèles animaux, les résultats semblent en faveur du développement d'un trouble addictif avec une stimulation du système de récompense, des consommations en binge, donc prises répétées, des prises compulsives et des recherches accrues du sucre. Cependant, il semblerait que le comportement de prise abusive de sucre ne montre pas de résistance aux conséquences négatives et ne repose donc pas sur un comportement de type automatisé, comme cela est le cas pour la cocaïne et d'autres drogues d'abus. Qu'en est-il de l'addiction au sucre chez l'humain? Finalement, le sucre est rarement consommé seul. Ce sont plutôt les aliments riches en sucre qui sont les aliments problématiques. Typiquement, la nourriture de la malbouffe, très riche en sucre et en gras, est au centre des consommations excessives. Il n'y a pas de syndrome de sevrage lors de l'arrêt de la consommation de sucre, contrairement au lourd syndrome de sevrage qui apparaît à l'arrêt de l'héroïne ou de l'alcool. Pour l'ensemble de ces raisons, et pour bien d'autres, le DSM-5 a donc classifié l'abus de ces consommations sucrées en trouble du comportement alimentaire plutôt qu'en addiction alimentaire.